il y a quelque chose en plus. En fait, voilà, ce que je ressens dans la bibliothèque, c'est quelque chose en plus par rapport à ce qu'on a déjà. En fait, les livres qu'on a chez soi, on les a, mais à la bibliothèque, il y a des livres en plus et de la découverte justement de choses qu'on ne soupçonnait pas. La bibliothèque joue ce rôle et en effet, le bibliothécaire aussi. Pour moi, c'est très important le travail de fléchage que font les bibliothécaires en fonction de leur public. C'est ça qui est passionnant. C'est quand même très beau de réunir des gens qui finalement vont être très différents les uns des autres autour d'un objet qui est le livre en fait. C'est quand même, il y a quelque chose d'assez magique en fait sur réfléchir. Vous écoutez Par Effraction, le podcast qui fait entendre les murmures de milliers de livres peuplant l'une des plus grandes bibliothèques d'Europe, au Centre Pompidou à Paris. Ce podcast est proposé par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Aujourd'hui, je rencontre Raphaël Meltz, l'un des invités du festival Effraction en 2025 pour son roman Après, paru au Tripode. Écrivain inépuisable, imprévisible, romancier, essayiste, traducteur, cofondateur de la revue Le Tigre, Raphaël Meltz a écrit une quinzaine de livres sous son nom ou sous pseudo, parmi lesquels Ourbs, 24 fois la vérité, une BD historique nommée Des vivants ou encore Paresse pour tous. Dans Après, son nouveau roman, il imagine le monologue intérieur d'un homme mort qui observe sa famille de l'intérieur, la vie, les odeurs, les larmes et les couleurs d'après sa disparition. Par Effraction. Je le retrouve à l'entrée de la bibliothèque et je lui explique les règles du jeu de notre déambulation. Bonjour Raphaël Meltz. C'est bien, on est accueilli par un micro comme ça, de but en blanc. Je m'étais pourtant préparé et ça m'a quand même fait bizarre. On va faire quelque chose qui est interdit normalement à la BPI. On va rentrer avant l'ouverture et on va emprunter des livres. Vous allez avoir toute la bibliothèque pour vous. Alors ça, c'est le bonheur absolu, c'est d'avoir une bibliothèque vraiment hors horaire d'ouverture parce que on fait ce qu'on veut et on est justement libre de... Mais en fait, on ne va pas du tout enregistrer cette émission, vous allez me laisser tranquille et je vais regarder un peu tous les livres que j'ai envie de regarder. Je me ferai très discrète, je vous promets. Alors on y va. On y va. Qu'est-ce que ça représente pour vous la BPI, Raphaël Meltz ? Alors, je vais malheureusement devoir dévoiler mon âge parce qu'en fait, je vais être obligé de dire que j'ai des souvenirs de la BPI d'avant 1995 parce que je me souviens qu'en 1995, elle a fermé pour réouvrir et après, je suis énormément venu à la BPI dans le début des années 2000. C'était aussi un temps que beaucoup de gens oublient, mais un temps d'avant Internet. Et donc, la bibliothèque était vraiment le lieu, le guichet du savoir, pour reprendre une formule, le lieu où on allait trouver tout ce qu'on cherchait. Et voilà, j'ai aussi écrit mon tout premier livre, donc il y a quand même beaucoup de souvenirs liés à cette bibliothèque. Mon tout premier livre, qui s'appelle Lisbonne, Voyage imaginaire, qui est un livre avec des dessins. Et en fait, moi, j'ai écrit un texte sans être allé à Lisbonne. Donc, j'ai reconstruit un récit de voyage uniquement justement à partir de sources écrites. Et l'immense majorité des sources, je les ai trouvées ici. Et c'est vrai que du coup, les bibliothèques, je pense, moi, je m'en rends compte dans ma pratique quotidienne. Je vais moins en bibliothèque maintenant qu'il y a une vingtaine d'années. Aussi parce que je trouve plus facilement directement en ligne des ressources qui avant étaient absolument indisponibles. Je pourrais encore vous parler 5 ou 6 heures de la BPI, parce que c'est vrai que c'est une bibliothèque qui est... Non mais allez-y. Dans 2 de ses livres, Raphaël Meltz fait apparaître la BPI comme décor romanesque. L'un de ses personnages récurrents connaît cette bibliothèque par cœur et en avale chaque rayon par ordre alphabétique. Donc ça, c'est mon roman qui s'appelle Ourbs, qui est sorti maintenant en 2013. Il y avait un personnage que je qualifie de clochard céleste, qui est donc... Voilà, quelqu'un qui vient tous les jours à la BPI, c'est son lieu de vie. Et en effet, il a un rapport un tout petit peu obsessionnel, comme moi je peux avoir d'ailleurs à la lecture. C'est-à-dire qu'en effet, il va aller à chaque rayon et puis il va commencer à lire tout un rayon, puis ensuite un autre. Et comme il consacre sa vie, il a le temps de tout lire. Comme vous connaissez bien la BPI, vous avez repéré à l'avance où étaient situés les 3 livres que vous allez mis en... Pas du tout, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une triche absolue. Non, justement, non, ça m'a frappé parce que je suis venu là il y a quelques jours pour le festival Effraction. Et je me suis dit qu'en effet, comme j'étais pas venu depuis longtemps, il y avait pas mal de petites choses qui avaient un tout petit peu bougé notamment dans l'entrée là où on est précisément. La salle de lecture. Hein. Ouais. Et en fait, le fait de passer devant chaque rayon et de découvrir en fait des titres que je connaissais pas, moi qui en effet suis assez curieux comme garçon, j'avais vraiment envie d'ouvrir. Et c'est vraiment justement la force de la bibliothèque, à partir de quelque chose qu'on cherche, à décaler systématiquement un tout petit peu le regard et puis oui, pourquoi pas, ça c'est intéressant. C'est quelque chose qui est très 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 important à mes yeux. Il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord, on va carrément enlever les manteaux parce qu'il fait chaud dans ces bibliothèques. C'est une façon de clore cette phrase que je n'avais pas clore. Raphaël Meltz a choisi 3 livres dont il parlera un peu plus tard dans
l'épisode. Pour l'instant, il nous en fait deviner les titres, notamment en nous en dévoilant la cote grâce au système visant à classer le fonds documentaire d'une bibliothèque. Si certains établissements utilisent la classification Dewey, la BPI, elle, a adopté un classement inspiré de la classification décimale universelle, ou CDU. On va chercher, alors là vous voyez j'ai plus du tout mes repères parce que je vois que c'est écrit en petit, attendez on va plutôt aller vers là parce que je ne l'ai pas dit, c'est que je suis un grand fan de classification Dewey. Donc 820, la littérature anglaise. Les 3 livres que j'ai choisis ont tous un point commun, c'est que ce sont un peu des livres, des énormes livres, quoi, des livres un peu géniaux, faits par des auteurs ou autrices géniaux, géniales. Le premier donc qu'on va chercher en littérature anglaise, c'est à partir du moment où je dis une autrice géniale qui a écrit en anglais, je pense que c'est déjà assez évident. Pour moi c'est vraiment une des plus grandes auteurs, je demande toujours confondu du XXe siècle, mais sans doute de toute l'histoire de l'humanité. Alors, le deuxième livre. Alors là, donc on est en 831. Donc, comme vous voyez, le chiffre 8 nous montre qu'on est encore dans la littérature. Et 831, donc j'imagine que c'est littérature allemande. Ça n'est pas un roman, et c'est pareil, un des très très grands écrivains du XXe siècle. Et je l'ai lu quand j'étais très jeune, et je continue à adorer ce livre comme étant pour moi le livre ultime. Le troisième. Alors le troisième. Attendez, je regarde à quoi correspond cette cote. J'imagine que c'est littérature en langue espagnole et après que ça doit être sous-classifié par pays. Donc encore un grand chef-d'œuvre, mais cette fois je dirais peut-être le premier chef-d'œuvre du XXIe siècle. Donc c'est un roman et donc je me rends compte que finalement j'ai choisi 3 auteurs non francophones, ce qui ne va pas de soi parce que finalement je suis pas un énorme lecteur de littérature traduite ou littérature en langue originale. Donc voilà, le premier grand roman du XXIe siècle qui est donc écrit en langue espagnole. Ok, on a des indices. On va révéler ça en studio. On y va ? Ouais. Après, Raphaël Meltz, c'est un roman qui repose sur un drôle de pari puisque votre narrateur meurt à la 6e page. Ouais, je dirais que même quand j'ai décidé de l'écrire, il n'y avait même pas de 6e page. Hein. C'était dès le début l'idée d'un personnage qui ne serait plus là du tout pendant tout le livre. C'est pas un objet narratif classique, même pour moi en fait. C'est-à-dire en effet, ça repose sur un procédé d'écriture qui de toute façon m'échappe un tout petit peu à moi en tant qu'écrivain, quoi. Donc en tout cas, le narrateur meurt à la fin du prologue. Le livre est une sorte de journal de bord dans lequel il assiste à sa vie de famille après sa disparition. Moi, je le raconte, vous voyez, c'est intéressant, je le vois plutôt de l'autre point de vue. C'est-à-dire que pour moi, on est avec une famille qui vient de perdre donc un jeune père, un mari. Et en fait, le deuil qu'eux vont vivre, en fait, n'est pas raconté de leur point de vue à eux, mais de son point de vue à lui. Il les observe, en fait, vivre ce deuil. Donc c'est ce que j'ai cherché à faire, ce qui m'a, moi, donné envie d'écrire ce livre, c'était d'inverser le point de vue. C'est-à-dire qu'en effet, en général, on pense toujours au deuil vu du côté des gens qui restent, qui est assez logique. Et c'est vrai que tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, que ressent la personne qui est partie, en fait. Le fait d'inverser, pour moi, ça a changé quelque chose complètement de mon approche, et y compris dans l'approche de l'écriture. Et c'est ce qui fait que ce livre est à la fois un livre qui semble facilement résumable et en même temps pour moi qui n'est pas complètement résumable parce que justement il rentre dans une dimension qui est quasiment mystique mais qui ne l'est pas dans mon écriture du tout mais qui est en effet de l'ordre de l'impossible. Et donc Lucas, ce narrateur, quelques jours après sa mort déjà commence à percevoir les odeurs, les matières, les sons autour de lui multipliés par 1000. Est-ce que c'est une expérience qui vous arrive de faire dans la vie? Par exemple, là, on est ici dans un endroit où il y a beaucoup de sons, beaucoup de matière, beaucoup de livres, de tuyaux. Comment Lucas déambulerait ici? C'est sûr que moi, comme être humain, je suis assez sensible au sens et notamment justement au fait de prêter une grande attention à ce qui m'entoure quand je suis dans des lieux a priori pas intéressants, c'est-à-dire en effet dans cette espèce de sous-sol où on est. C'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à regarder, voire même à toucher justement les matériaux, sentir aussi. La question de l'odorat est quelque chose de très important pour moi. Et c'est vrai que dans ce livre, j'ai voulu tirer un peu à l'extrême en fait ce dispositif de l'ultravision, l'ultra-ouïe, etc. En rebondissant, on va dire, plutôt sur un texte que j'avais lu il y a très très longtemps de Borges sur un mystique suédois qui s'appelle Swedenborg, où Swedenborg explique que justement quand on meurt, on reste pendant un petit temps dans l'espace des vivants avec simplement des sensations démultipliées. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup travaillé, donc que j'ai cherché aussi à mettre en écriture, à dire, dans ce bref roman. C'était aussi évidemment un défi d'écriture et un plaisir d'écriture de chercher à affronter ça.
C'est un livre d'une grande sobriété, d'une grande simplicité. Est-ce que vous l'avez écrit différemment de vos livres précédents ? Oui, justement, comme je vous disais tout à l'heure, la plupart de mes livres sont saturés d'informations, donc j'ai tendance à beaucoup me lire. Là, quand on écrit sur la vie après la mort, remarquez, j'aurais pu lire beaucoup de livres parce qu'il y a toute une littérature un peu délirante sur des gens qui sont passés de l'autre côté et qui reviennent nous le raconter. Je me suis abstenu de lire ceci. C'est vrai que pour moi, ça me mettait dans un état très différent, qui était un état presque de... Bon, j'aime pas tellement le terme trans parce que c'est un peu exagéré, mais en tout cas un état de relâchement total. Je ne cherchais pas complètement à contrôler ce qui allait venir, me laisser guider presque par la façon dont mon écriture pouvait me proposer des images, des rebonds. Voilà, c'était un état très particulier aussi, je pense, pour moi, une nécessité à affronter une forme de violence que peut représenter la mort. Voilà, assez bizarrement, cette écriture qui était très instinctive, elle était aussi une façon pour moi de remettre de l'ordre, en fait, aussi dans mon propre cerveau, je pense. Alors là, on va passer le mur qui nous sépare de tous les espaces de studio qui sont normalement très cachés dans les sous-sols de la BPI. On est au fond d'un couloir secret que personne ne connaît. Je crois que vous aimez Jules Verne et Georges Méliès. Alors, vous allez me dire ce que ça vous évoque, cet endroit. Ouais, c'est très chouette. Après, maintenant, il faut des badges. On a changé de dimension en termes de capacité justement à franchir des espaces interdits. Mais oui, moi j'adore les arrière-cours, les arrière-coulisses. C'est en effet des lieux très romanesques. J'ai écrit une série de livres en fait sur des lieux auxquels personne ne s'intéresse. Alors évidemment, je suis pas le premier, mais il y a toute une littérature du récit de voyage dans les endroits où personne n'irait en voyage, c'est-à-dire près de chez soi, en banlieue, dans sa chambre éventuellement, etc. Et c'est quelque chose que je trouve assez passionnant justement parce que l'exotisme de l'anodin est quelque chose qui me semble très fort, quoi. Et c'est vrai qu'ici ici c'est encore plus beau. Ce sous-sol un peu dingo est encore plus beau que la bibliothèque, quoi. Alors Raphaël Meltz, quel est le premier livre que vous avez choisi ? C'est le journal de Kafka. Pendant très longtemps, il n'y a eu qu'une seule édition en France. C'était la traduction qu'avait fait Marthe Robert juste après la Seconde Guerre mondiale. Moi, c'est celle que j'ai lue, que j'ai dû lire ce livre quand j'avais 16-17 ans. Et en fait, très récemment, il y a eu plusieurs nouvelles traductions qui ont été faites du journal. Donc maintenant, on a un choix. Celle que j'ai choisie, je l'aime beaucoup pour plusieurs raisons. Donc c'est celle de Robert Kahn. Alors, elle a beaucoup d'avantages. C'est déjà, comme il s'est marqué sur la couverture, c'est la première traduction intégrale. Jusqu'à présent, en fait, les éditions du journal avaient enlevé en fait dans le journal de Kafka et les fictions qu'il a écrites au sein du journal. Et notamment, alors il se trouve que j'ai écrit un livre là-dessus, il a écrit une nouvelle qui s'appelle Le Verdict, qui est une de ses premières nouvelles, il l'a écrite pendant une nuit, la nuit du 22 au 23 septembre 1912, et en fait, il l'a écrite dans son journal. Donc dans l'édition moi que j'avais lue, Le Verdict n'était pas incluse, parce que c'était considéré comme une fiction, donc les éditeurs l'avaient sorti en fait du journal. Pour moi, c'est très important de lire maintenant ces éditions intégrales. Et l'autre chose qui est assez émouvante, c'est que donc Robert Kahn, en fait, a commencé à traduire Kafka en 2015, je crois, avec les lettres à Milena. Les lettres de Kafka à Milena sont d'une beauté, d'une puissance et en même temps d'une complexité dans son rapport aux femmes, bon, voilà, sur lequel là, il faut pas qu'on commence parce qu'on s'en sortirait pas. Mais il avait fait vraiment une traduction magnifique et donc je lui avais écrit parce qu'en fait, comme je suis un grand fan de Kafka, quand il y a des nouvelles traductions qui sortent, je les achète et donc ça peut m'arriver d'écrire aux traducteurs pour parler avec eux. Et donc je lui avais dit, oh là là, mais il faudrait absolument que vous retraduisiez le journal parce qu'il n'y a qu'une seule traduction qui date. Et là, il m'avait dit, oulala, mais c'est quand même compliqué, c'est énorme, c'est difficile à financer justement parce qu'il est publié par une maison d'édition qui s'appelle Nous, qui est une maison là, qui est géniale, mais qui a pas une énorme puissance financière. Et en fait, c'était incroyable parce que quelques années après, en fait, je vois cette traduction du journal qu'il avait faite. Donc, je lui ai écrit un message en disant, oh là là, mais qu'est-ce que je suis content et tout, je viens de l'acheter. Et il m'avait répondu très gentiment. Et en fait, quelques semaines après, j'ai vu dans une annonce qu'il était mort, en fait. Et ça m'a vachement touché. Et je trouve ça très beau aussi parce que donc, il a eu le temps de terminer cette traduction juste avant sa mort. Et c'est une très belle traduction. Mais la vérité, c'est que toutes les traductions maintenant qui sont disponibles du journal de Kafka ont tout leur intérêt. Donc je les recommande toutes parce qu'elles sont toutes passionnantes. Journaux de Franz Kafka, donc c'est traduit par Robert Kahn, paru en 2020 aux éditions Nous. Quel est le deuxième livre que vous avez choisi ? Alors le deuxième, donc on parlait de cette femme qui a donc fait rentrer le chant du génie dans le féminin, donc c'est évidemment Virginia Woolf. Plus le temps passe, plus je pense qu'on se rend compte de l'importance qu'elle a représentée
dans l'histoire de la littérature, à la fois justement pour les enjeux, on va dire, sociologiques, hein, c'est-à-dire vraiment tout le travail qu'elle a fait de déconstruction, donc évidemment avec le texte sur la pièce à soi, mais en fait l'ensemble de ses chroniques, parce qu'elle a quand même beaucoup écrit et travaillé en fait sur cette question de la place des femmes dans l'histoire de l'art. Donc ça, c'est vraiment un grand ajout, mais ce que je trouve fascinant chez elle, c'est justement que par ailleurs, il se trouve que en effet, c'est une femme d'un génie incroyable. J'ai eu la chance de lire un livre qui est en cours, qui n'est pas encore terminé, de Louise Moatti, qui travaille en fait sur Woolf, qui est en train de préparer un énorme livre. Et donc j'ai lu énormément de textes. Certains n'ont pas été traduits parce que tout Woolf n'a pas été traduit en français. Donc j'ai lu beaucoup de choses. Et donc ce roman que j'ai choisi, qui s'appelle Les Vagues, pour moi c'est presque au-delà de ce qu'on peut faire en fait. C'est-à-dire que quand moi je regarde ce livre, alors je l'ai découvert assez tard, j'avais une 40aine d'années, donc c'était très agréable pour moi en fait de découvrir très tard un texte aussi fort, et vraiment le sentiment que j'ai eu et que j'ai toujours face à beaucoup de choses que fait Woolf, c'est de dire en fait c'est pas possible de faire ça. C'est comme si elle était quasiment surnaturelle dans sa capacité avec des mots à envoyer tellement de puissance. Voilà, pour moi c'est vraiment la puissance et les vagues, cette construction, cette espèce de mélopée. Alors évidemment qui parle justement de la question de la mort, de l'absence, c'est évidemment aussi pour quelque chose d'important pour moi et je pense pour beaucoup de personnes qui ont lu ce livre. Mais dans ce rapport à l'écriture, elle touche à quelque chose et Dieu sait que voilà, il y a beaucoup d'écrivains que j'adore, mais elle, je trouve, c'est comme si elle était ailleurs en fait. Mais il y a quelque chose, on est abasourdi. Et ce livre là qui va sortir, on parcourt sa vie à ses côtés, aux côtés de Virginia Woolf. Moi, j'ai trouvé, en tant qu'écrivain, j'ai trouvé ça très dur. Je me suis dit, mais jamais je pourrais faire aussi bien qu'elle. Et ça m'a complètement démoralisé. Donc, il y a ce truc qu'on a, je trouve, quand on est un auteur dans l'action, on va dire, de notre vie d'écrivain à nous, c'est de se dire que parfois, des auteurs qui sont plus là, en fait, de se dire qu'on ne sera jamais à leur hauteur. Et c'est vrai que je trouve aussi qu'il y a quelque chose d'assez magique à se dire que finalement, c'est une femme qui a ce magistère de quelqu'un qui est un peu tout en haut. En fait, elle est un peu tout en haut de cette pyramide-là. Et je trouve que c'est très beau justement pour les jeunes femmes, moi je pense beaucoup à ça, aux jeunes filles qui découvrent la littérature, de pouvoir se dire qu'en fait tout en haut il y a quelqu'un qui justement, il y a déjà très longtemps, parce que ça fait il y a plus d'un siècle maintenant, a décrété qu'en fait en tant que femme, elle devait justement revendiquer cette place de génie. Enfin, je ne sais pas si elle le dit comme ça, mais en tout cas, nous, on peut le reconstruire comme ça, qu'elle avait le droit, en tant que femme, d'être considérée comme une génie. Voilà, en fait, pour moi, c'est toute personne qui n'a pas lu Les Vagues doit immédiatement arrêter ce podcast et se précipiter, soit dans une bibliothèque, soit dans une librairie, pour prendre le livre et le lire. Alors, donc Virginia Woolf, œuvre romanesque, c'est le tome 2. C'est traduit de l'anglais par Michel Cusin sous la direction de Jacques Aubert et c'est paru en 2012 dans la collection Bibliothèque de la Pléiade chez Gallimard. Le troisième livre ? Alors, le troisième, donc, comme je disais, je n'ai pris que des chefs-d'œuvre. On ne peut pas dire que j'ai sorti des auteurs d'un placard où ils avaient été oubliés. On peut dire que j'ai tapé vraiment dans le très connu. Ce sont des auteurs qui, moi, me nourrissent énormément et me donnent foi dans la littérature. Et donc, celui-ci, justement, m'a redonné foi dans le roman. Donc c'est Roberto Bolaño, 2666. En fait, ce livre, 2666, j'avais pas lu Bolaño, il est sorti en France fin 2008. Bon voilà, c'est un livre-monde. Bon, je vais pas en parler parce que c'est maintenant un livre très connu, donc tout le monde le connaît, mais à l'époque où je l'ai lu, personne en France ne l'avait lu, il venait vraiment juste de sortir. Donc j'ai eu vraiment l'impression d'être comme un pionnier découvrant un monde incroyable. Et je me souviens, donc le tout début est pas complètement convaincant, mais en fait on rentre dedans et une fois qu'on est pris dans sa mécanique diabolique et fascinante et effrayante en même temps, c'est impossible de s'arrêter. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que moi je suis d'une génération qui a, pour le dire de façon un peu brutale, qui a vu le roman mourir. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu le sentiment que quand j'étais adolescent, voilà, dans les années 80-90, quand je me suis mis à pratiquer la lecture à haute dose, en fait, j'avais le sentiment que tout avait été fait, en fait. C'est-à-dire les grands romans étaient tous derrière nous. Et moi, voilà, j'étais jeune, j'avais quand même pas mal envie d'écrire. Et en fait, j'adorais le roman et j'avais l'impression que c'était un lieu mort, en fait. Ça doit arriver, j'imagine, par exemple, quelqu'un aujourd'hui qui rêverait j'en sais rien moi, de tourner des films en pellicule, c'est compliqué parce que justement, il a le sentiment qu'il arrive trop tard, alors qu'en fait, ça aurait été quelques décennies plus tôt, ça aurait été encore possible. Et j'avais un peu l'impression d'arriver trop tard. Et donc, quand j'ai lu 2666, j'ai vraiment vécu quelque chose de très fort et de très beau, parce qu'en fait, c'est un roman qui non seulement croit au roman, mais nous fait croire au roman. Et moi, j'ai vraiment ressenti en le lisant, mais en fait, la forme du roman n'est pas du tout dépassée. On peut
aujourd'hui encore parler en fait du monde en faisant quelque chose qui est plus grand que le monde, puisque pour moi c'est ça le roman en fait, c'est d'être capable d'excéder le réel par l'écriture. Et quelque chose qui m'avait marqué, c'est qu'en fait le roman parle de Berlusconi à un moment donné. Il y a Silvio Berlusconi qui est cité. Berlusconi qui est quand même le personnage non seulement abject mais d'une vulgarité. Enfin, je ne pouvais pas penser que dans un roman contemporain on allait mettre Berlusconi et en même temps que ce roman nous tirerait vers le haut, parce que justement il y a eu toute cette vague du roman on va dire sociologique dépressif à la Houellebecq. Pourquoi pas? Moi ça m'intéresse pas tellement littérairement, parce que si c'est pour nous dire qu'on est malheureux, on le sait déjà. Donc ce qui m'intéresse c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait de ce malheur, et justement c'est ce que fait très bien Bolagno dans son livre, qui est quand même un livre qui est consacré au mal absolu, et en fait il arrive à en faire un chef-d'œuvre et à nous transporter aussi dans un chemin à la fois de conscience et de, justement ça va au-delà de notre propre conscience, et c'est très fort. Et voilà, donc ça m'a réconcilié avec le roman, mais je fais très attention parce que, et ça vaut d'ailleurs pour les 3 auteurs que j'ai cités, et je trouve quand on est écrivain, il faut faire très attention quand on est fan d'un auteur de pas se faire manger par lui, parce qu'en fait on peut avoir tendance justement à tomber dans le mimétisme. Ça s'est un peu vu, je trouve, avec Bolagno, justement, toute une série de romans contemporains, ultra contemporains qui sont sortis depuis sa mort et qui sont très bolagnesques, justement. Voilà, on voit bien que la personne qui écrit est fan de Bolagno, et je le comprends puisque je le suis aussi, mais il faut faire, je trouve, tout un travail sur soi-même pour se déprendre en fait de l'admiration qu'on a pour les grands écrivains qui nous ont précédés et qu'on lit, parce qu'en fait sinon on se fait un peu piéger et on ne développe pas son propre univers. Donc ça c'est un gros travail de mise à distance, c'est-à-dire qu'on est dans l'admiration, mais il faut aussi arriver à les repousser en dehors de notre espace de création pour pouvoir le développer de façon autonome. 2666 de Roberto Bolagno, traduit par Robert Amutio, paru en 2008 chez Christian Bourgois et réédité en 2022 à l'Olivier. Merci Raphaël Meltz. Merci beaucoup. C'était Par effraction, le podcast littéraire produit par la Bibliothèque publique d'information, réalisé par Lorraine Malka. Musique originale, David Federman. Merci à Raphaël Meltz pour sa participation. Vous pouvez découvrir Après, paru au Tripode, ainsi que ses autres livres en bibliothèque ou en librairie. Cet épisode a été enregistré juste avant la fermeture du Centre Pompidou pour 5 ans. On en a profité jusqu'aux derniers instants. La BPI déménage. À partir du 25 août 2025, elle ouvre de nouveau ses portes dans le bâtiment Lumière, au 40 avenue des Terroirs de France, dans le 12e arrondissement de Paris. En attendant, notre podcast continue à circuler virtuellement dans les allées de la bibliothèque par effraction. Si vous aimez nos épisodes, merci de le faire savoir en vous abonnant et en ajoutant des cœurs et des étoiles. Vous pouvez découvrir nos précédents épisodes consacrés à Mathieu Palin, Blandine Rinkel et à Juliette Drouard. Prochain rendez-vous, Rime Batal. À bientôt!